nous a fait plaisir de revivre certaines choses. Personnellement, le jumbo dessine tout là. Ah oui. Voilà, j'essaye de garder toujours cette flexibilité, hein, cette adaptation. Je vais être absolument française, pas de pause café, et je vais donc donner la parole donc, à monsieur Christophe Alexandre Paillard, qui va donc nous parler donc, du Brésil riche en minerais. Hein. On sait qu'il y a une grande diversité d'applications, comme dans des produits de haute technologie. Hein. Et qu'il y a un intérêt grandissant des investisseurs, mais aussi des industries innovantes qui utilisent de plus en plus ces minerais. Donc, est-ce que les minerais brésiliens sont stratégiques dans la production de technologies de pointe? Sont-ils très recherchés? Et puis, savoir aussi quels sont les risques. Alors, bonsoir à tous. Moi, je ne vais pas vous parler que du Brésil. Je vais vous parler du Brésil, mais pas que. Parce qu'en fait, c'est un sujet d'abord qui est un petit peu abscon pour la plupart des gens, y compris dans mon milieu, qui est celui du ministère de la Défense. Alors, par rapport au Brésil, moi, contrairement à Hervé, je ne vis pas au Brésil, mais j'ai été responsable, là, les 2 dernières années, en fait, du dialogue stratégique qu'on appelle 2+2 entre le Brésil et la France, c'est-à-dire entre les ministères des Affaires étrangères d'une part et les ministères de la Défense d'autre part. C'est ce qu'on appelle le 2+2. En dehors de ça, donc, je m'occupais du soutien à l'exportation des matériels militaires français vers le Brésil. Et donc j'ai travaillé sur le Brésil depuis maintenant une petite quinzaine d'années, en fait, dans un domaine évidemment très spécifique, qui est le domaine de la défense et des équipements militaires. Donc voilà. Mais ça ne m'empêche pas de me cultiver auprès des autres spécialistes ici présents, même si je n'ai pas évidemment leur connaissance sur la société brésilienne. Donc voilà. Donc je suis un visiteur occasionnel de la société brésilienne. Alors, sur un sujet comme celui-là, on va faire un tout petit peu de chimie, donc je vais essayer de tenir mon temps. Bon, il y a beaucoup de planches, mais je ne présenterai pas tout. Je vais essayer simplement de vous expliquer de quoi on parle, sachant que, évidemment, il faut toujours revenir au tableau de M. Mendeleïev, qu'on appelle en fait, la classification périodique des éléments. Et donc, dans les éléments chimiques qui composent notre sol, notre atmosphère, notre univers, donc le Brésil occupe une place quand même relativement particulière dans le monde. Il fait partie en fait des 10 pays les plus importants sur le plan minier mondial, avec un certain nombre de pays voisins d'ailleurs du Brésil, dont l'Argentine et le Chili. Mais vous trouvez également dans cette liste en fait la Chine, le Kazakhstan, l'Australie, l'Afrique du Sud, les États-Unis et le Canada. Alors le Brésil est un pays important de par ses réserves. C'est un pays minier très important, mais pas forcément pour les métaux les plus rares. Donc le Brésil est surtout un très grand exportateur de minerais de fer, ce qui pose d'ailleurs d'importants problèmes de relations avec la Chine, parce que les Chinois se comportent vis-à-vis des Brésiliens de manière, on va dire, peu sympathique, c'est-à-dire qu'ils refusent d'acheter de l'acier ou des produits transformés, et pour des raisons évidemment de gain, préfèrent acheter aux Brésiliens des produits non transformés, ce qui coûte d'ailleurs actuellement très cher à l'économie brésilienne. Alors, on reviendra sur quelques métaux, mais l'une des caractéristiques du Brésil, c'est en particulier d'être le détenteur d'un métal, qui est là, parce que je pointais le néodyme, excusez-moi, le niobium, qui est en fait un métal extrêmement rare et dont le Brésil est aujourd'hui le détenteur pour 97% environ des réserves mondiales. Mais je reviendrai pour vous expliquer ce que c'est. Donc, et c'est ce qui fait, avec un certain nombre d'autres métaux comme le manganèse ou le tantal, mais surtout le tantal, que le Brésil est un pays qui effectivement compte sur la scène internationale, donc pas seulement pour le fer en fait. Alors, les marchés mondiaux, bon, rapidement, inutile de lire la planche, elle est un peu compliquée, enfin un peu longue, mais simplement ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est dans un univers extrêmement changeant. Alors, il y a un géant minier brésilien qui s'appelle Vale, que vous connaissez probablement, mais on est dans un univers actuellement qui est en pleine mutation parce que, en fait, la plupart des produits de haute technologie, en fait, que ce soit d'ailleurs des produits civils ou des produits de nature militaire, utilisent de plus en plus couramment les métaux pour, en fait, être fabriqués. Il y a environ 20 ou 30 ans, pour les produits industriels courants, on utilisait une douzaine de métaux. Aujourd'hui, pour fabriquer ne serait-ce que par exemple un iPhone, dans l'iPhone, vous avez entre autres 9 métaux de la famille des terres rares. Alors qu'il y a 30 ans, on n'utilisait absolument pas pour des produits industriels des métaux issus de la famille des terres rares. Alors dans la classification périodique des éléments, pardonnez-moi, les terres rares, en fait, c'est ce qu'on appelle en fait
cette famille-ci, qu'on appelle les lanthanides, et vous avez deux métaux qui sont ici également, qu'on appelle l'yttrium et le scandium. Voilà. Excusez-moi, ces références un peu scientifiques. Pardonnez-moi, je ne cherche pas du tout à étaler ma science, ce n'est pas le sujet, mais c'est simplement pour vous expliquer finalement de quoi on parle. Donc, le problème est de définir effectivement pour le Brésil comme pour d'autres, ce qui peut être stratégique ou ce qui ne l'est pas. Donc, les Brésiliens eux-mêmes ont d'ailleurs un plan en fait, qui s'appelle le plan national des mineração, donc qui est en fait un document officiel brésilien intéressant, mais qui en fait ne répond pas aux mêmes objectifs que des plans équivalents dans les pays comme la France, le Royaume-Uni ou les États-Unis. C'est-à-dire que pour le Brésil, il y a des produits qui sont d'ailleurs en dehors de la famille des métaux, puisque les minerais recouvrent à la fois les métaux et d'autres produits qui ne sont pas des métaux, puisque le minerai c'est de la roche, et vous cassez votre roche, et à partir de votre roche, vous allez extraire des produits, dont des métaux. Donc les Brésiliens n'accordent pas tout à fait la même importance aux produits que nous. Bon, un produit qui est considéré d'ailleurs dans ce plan national comme important, mais j'en parlerai pas, sont les phosphates, pour une raison très simple, c'est que les phosphates, c'est ce qui sert pour fabriquer des engrais, qui sont, comme on l'a dit tout à l'heure pour l'industrie agroalimentaire, extrêmement importants, vu que le Brésil est la deuxième en fait, industrie agroalimentaire mondiale, derrière celle des États-Unis, mais premier exportateur, effectivement, pour tout un tas de produits qui ont été cités tout à l'heure. Donc, nous, Français, on est comme d'ailleurs la plupart des grands pays en fait, qui ont une industrie de défense importante, on a défini en fait ce qu'étaient les métaux pour nous stratégiques ou critiques. Bon, pour vous faire simple, un métal stratégique, c'est un métal comme le cuivre, par exemple, pour la Chine. Parce que la Chine en a besoin, en réalité, pour électrifier le pays, s'industrialiser. Donc, de fait, le cuivre n'est pas un métal rare, mais c'est stratégique pour la Chine parce qu'ils en ont besoin pour faire du câblage électrique. Par contre, un métal critique, c'est un métal qui est d'abord géologiquement présent dans très peu de pays, qui est utilisé en général dans des produits de haute technologie, et qui en fait a un phénomène de rareté qui peut s'expliquer soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons politiques, soit pour des raisons tout simplement géologiques. Donc le niobium dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est présent au Brésil, fait partie de ces métaux critiques, c'est-à-dire c'est un métal qui n'est pas produit en très grande quantité à travers le monde, dont les seuls grands pays producteurs sont aujourd'hui le Québec, enfin le Canada et le Brésil, et qui est effectivement indispensable pour des produits de haute technologie, en particulier pour les parties chaudes des moteurs des avions de combat ou des avions civils. Je parle bien sûr des avions à réacteurs, pas des avions hélices. Donc, cette qualification est importante. On a un métal qui est présent en Amérique latine, mais au Chili, en fait, qui est le rhénium, qu'on utilise en particulier chez Pratt & Whitney, Rolls-Royce ou General Electric, pour fabriquer, entre autres, les moteurs des avions de combat F-18, F-16, F-22, F-35. Nous, on ne l'utilise pas, par contre, pour le moteur en fait, du Rafale. Donc, je passe aussi rapidement, mais simplement pour vous dire qu'il y a aussi une question très importante sur ces métaux qui est liée aux énergies renouvelables, parce que les aimants permanents qu'on retrouve dans les éoliennes ou les panneaux, en fait, les couches minces de métaux qu'on retrouve sur les cellules photovoltaïques, sont constitués à base de métaux très rares, essentiellement d'ailleurs de la famille des terres rares. Et ce sont effectivement des problématiques importantes, puisqu'on pense que pour le Brésil, en tout cas comme pour l'Inde, puisque j'ai eu des relations avec l'équivalent du Bureau de recherche géologique et minière français brésilien, il y aurait potentiellement effectivement des gisements de terres rares au Brésil tout à fait intéressants, qui pourraient se substituer d'ailleurs aux productions chinoises. Juste pour vous montrer ça, je vais passer sur l'Amérique latine et la défense. Donc vous prenez simplement une Toyota Prius aujourd'hui. Donc vous avez en fait dans une Toyota Prius tout un tas de métaux en fait qu'on n'exploitait pas il y a 20 ou 30 ans, et en tout cas qu'on n'industrialisait pas. Juste un petit exemple très simple. En fait, le cérium, qui est un métal de la famille des terres rares, c'est un métal qui en fait en couche mince sur un pare-brise sert en réalité à rendre l'eau déperlante, et c'est ce qui explique que depuis un certain nombre d'années, vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais que finalement vos essuie-glaces ne se fatiguent pas énormément vu que l'eau coule toute seule. Et tout ça, c'est tout simplement lié au fait que sur le verre, on a une fine couche de métal qui s'appelle du cérium. Voilà. Bon, il faut prendre des exemples concrets, mais c'est vrai que c'est important d'évoquer tout ça. Donc, je passe sur les renouvelables. Alors, l'Amérique latine, en soi, c'est un monde important pour le monde des métaux, parce qu'on y trouve du niobium, je vous en ai parlé pour le Brésil, mais on en trouve aussi plein d'autres métaux rares, comme le lithium. Vous voyez, là, on est dans le désert d'Atacama, en fait, dans ce qu'on appelle les salars. Donc, le lithium, ça sert entre autres pour les batteries, évidemment, dans les téléphones, les ordinateurs, les voitures, etc. Mais on trouve aussi, par exemple, au Chili, du molybdène ou du rhénium. Donc, je vais parler du rhénium pour les moteurs des avions de combat. Le molybdène est aussi un métal qu'on utilise entre autres dans les technologies de défense. Et puis, on a également du tantale au Brésil, mais je vais revenir sur le tantale.
Donc, bon, c'est un débat qui est mondial, donc je vous passe parce qu'on n'a pas trop de temps. Simplement, il y a tout un tas de rapports à travers le monde et des groupes de travail qui sont constitués. Une date importante à retenir, c'est la date du 7 septembre 2010, en fait, qui a, on va dire, fait comprendre au grand public et à la presse, à la suite d'un incident naval entre un navire de guerre japonais et un bateau de pêche chinois, que la problématique des métaux, et là en particulier la problématique des métaux des terres rares, était devenue un enjeu majeur aujourd'hui de l'économie mondiale. C'est ce qui fait aussi que le Brésil ou le Chili, en Amérique latine, sont des pays clés justement de cette industrie-là, du fait de leurs réserves naturelles. Bon, ça c'est le texte actuellement qui est en discussion au Congrès des États-Unis, parce que les Américains, suite à l'incident entre Chinois et Japonais, se sont énormément inquiétés de leur approvisionnement en métaux pour, entre autres, leur industrie de défense, puisque les Chinois ont instauré des quotas en fait, d'exportation de terres rares, ont sanctionné les Japonais par ce biais-là, et donc on est lancé en fait un peu, si vous voulez, dans une guerre des métaux qui ne dit pas son nom, mais dont nous sommes seulement au tout début. Donc, l'Union européenne, elle a réagi, elle a lancé une politique en 2008, je vous passe là-dessus, parce que je voudrais avancer vite, puisqu'on n'a pas trop de temps. Donc, en fait, il y a ce qu'on appelle la European Union Raw Materials Initiative, donc, qui a été lancée, et donc il y a un groupe aussi de travail, dont j'étais moi le chef de délégation français à l'Agence européenne de défense, et l'Union européenne a présenté son plan métaux le 20 juin 2014 à Athènes. Rien à voir avec la situation économique en Grèce, il faut que la réunion était à Athènes. Voilà, donc il y a une stratégie allemande. Alors nous, rapidement, en français, on a lancé un comité des métaux stratégiques qui a été créé donc, par décret du 26 janvier 2011. Donc avec, on a tout un plan derrière, en fait, pour expliquer notre politique, etc. On a lancé une étude, en fait, qui s'appelle l'étude PIPAM. Donc le PIPAM, c'est le pôle interministériel de prospective et d'anticipation des mutations économiques, donc qui est copiloté par le ministère de l'économie et des finances et par le ministère de la Défense. Donc cette étude est publique, donc vous pouvez tout à fait vous la procurer en ligne en fait, sur Internet, d'ailleurs vous avez le lien. Mais en fait, on explique justement quelle est la stratégie française, sachant que pour nous, Français, vous l'avez vu pour les voitures, évidemment c'est important pour Renault et PSA, on s'intéresse aussi aux métaux, pas seulement pour la défense, mais parce que c'est vital pour la pétrochimie, l'automobile, l'électronique, etc. Bon, je passe sur le cas de la Chine et l'histoire des terres rares. Donc simplement là pour vous montrer quels sont les métaux de la famille des terres rares qu'on trouve entre autres dans un iPhone.